Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. Nous sommes au mois d'octobre rose, un mois qui au Sénégal, comme un peu partout dans le monde, est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Cette maladie touche environ 1500 personnes au Sénégal chaque année et durant cette période, de nombreuses actions sont menées pour éveiller les consciences sur ce fléau sous l'égide de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Dr Fatma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, la LISCA, et Madame Ndeye Fatou Wade de l'Association sénégalaise des journalistes en santé, population et développement. Merci mesdames. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV. Le plaisir est partagé. Voilà, avant d'entamer les discussions, je vous propose de suivre ce reportage signé Fatou Cissé. C'est parti pour un mois. Octobre Rose est désormais lancé. Des professionnels de santé, mais surtout des volontaires, s'engagent à mener des campagnes de sensibilisation afin de mieux lutter contre le cancer, sous l'égide de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Le 20, nous faisons une campagne de masse, donc un dépistage cancer du sein au niveau du stade de l'Amitié, Léopold Sédar Senghor. Et là, nous attendons 2000 femmes, mais en même temps, nous les sensibilisons, nous les formons, nous les informons pour qu'elles sachent maintenant quelles sont les attitudes à avoir pour échapper éventuellement au cancer. La cérémonie de lancement a également réuni des artistes, des associations féminines et hommes politiques. Une façon pour eux de porter plus haut le plaidoyer. Il me fallait être là en tant que député, en tant que président de parti, mais j'étais là surtout avec mes étudiants pour qu'ils soient sensibles et qu'ils s'engagent et qu'ils soient solidaires. Ce sont des étudiants et on ne sait jamais comment on dit dans la vie. Il faut chaque fois qu'il s'agit de poser une bonne action, d'être à côté donc de ceux-là qui ont besoin de vous. Ensemble, élèves et étudiants ont formé un ruban rose géant suivi d'une chorégraphie. Pour cette année, la Ligue sénégalaise contre le cancer ambitionne de mener une partie de sa campagne de sensibilisation dans la zone rurale. Voilà, ça c'était durant le lancement de la campagne d'Octobre Rose. Alors, Dr Fatma Guenoune, quelle est la situation actuelle, l'état des lieux actuel du cancer au Sénégal? Comme vous l'avez dit, c'est 1500 nouveaux cas chaque année. Et malheureusement, 75% de ces cas nous arrivent à des stades très avancés. Au début, avant que nous commençons nos campagnes Octobre Rose, c'était dans 85% des cas des malades arrivés dans des stades très avancés et nous ne pouvons que les accompagner malheureusement vers la mort. On s'est dit qu'il faut commencer à sensibiliser. D'accord. Et vous qui êtes déjà sur le terrain, l'association des journalistes? Merci. Bon, nous, par rapport à la situation, c'est vrai que c'est chaque année des chiffres qu'on nous donne en tant que journaliste. Parce que, en tant que, surtout journaliste spécialisé en santé, nous couvrons beaucoup les activités des associations qui luttent contre le cancer. Mais chaque fois, quand on nous donne les chiffres, c'est alarmant, c'est ahurissant. On se dit, mais qu'est-ce qui est fait au Sénégal pour que ces chiffres reculent? Parce qu'on a l'impression que le cancer progresse. Comme l'a dit aussi Dr Fatma Guenoune, c'est toujours des cas qui arrivent tardivement. Nous, en tant que journalistes, nous sommes toujours restés dans notre rôle. Nous informons, nous sensibilisons de par les activités de couverture, de reportage que nous faisons. Nous transmettons aussi les messages de plaidoyer des associations, mais ce qu'on a constaté, c'est toujours le même plaidoyer, c'est toujours le même cri de cœur, c'est toujours les mêmes problèmes. Certes, il y a eu des évolutions, mais par rapport à certains problèmes liés au cancer, nous, c'est toujours les mêmes choses qu'on traite. Peut-être le docteur va revenir sur ce qui est fait, quelles sont les évolutions. Mais en tout cas, le premier constat qu'on peut faire, c'est que les chiffres restent vraiment ahurissants. Voilà, elle a dit tout à l'heure, il s'agit d'activités. Durant cette campagne, déjà le mois tire à sa fin. En quoi consistent les activités durant cette campagne? Surtout quand nous avons débuté, c'était sensibiliser, informer les populations. Et nous avons commencé Octobre Rose à Dakar, timidement en 2010, et où nous avons permis aux femmes de bénéficier d'une mammographie subventionnée, parce que la mammographie au Sénégal a un coût
et c'est pas à la portée de la sénégalaise moyenne. Et donc on s'est dit, on a discuté avec les professionnels privés qui ont été nos premiers partenaires parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mammographie dans les hôpitaux publics. Et donc on a commencé, la première année, nous avons fait 600 permis à 600 femmes de bénéficier de cette mammographie. Et là, chaque année, à force de sensibiliser, d'informer les populations, je pense que la femme s'intéresse à sa santé et c'est important parce qu'on montre des images qui les font revenir, qui les font penser à venir se faire dépister. Donc, Octobre Rose, c'est dépistage, mammographie et consultation. Donc, nous faisons des consultations au niveau de notre siège chaque année, le premier samedi de chaque mois d'octobre. Cette année, nous avons vu environ 600 femmes qui ont bénéficié d'un examen avec les spécialistes de l'Institut du cancer. Puis, pour les cas où nous voyons une boule, une masse au sein, nous les accompagnons. Donc, dans le diagnostic et dans le traitement. Et ce qui concerne, après, nous faisons... Dans les 2 premières années, nous sommes restés à Dakar. On s'est dit que les malades venaient plus des régions que de Dakar. Donc, on s'est dit, on fait grâce à une association, ce que j'ai omis de vous dire, parce que la LISCA a plusieurs associations qui sont membres de la LISCA. Donc, nous avons 17 associations, mais nous avons une association phare qui est l'association des Sénégalais de Rouen, qui ont créé l'association Henriette du nom de la première malade qu'ils ont eu à prendre en charge, qui nous ont permis de décentraliser nos activités. Et donc, nous sommes allés dans 18 districts sanitaires. Et chaque fois que nous sortons de Dakar, la première année, nous avons fait que le sein. Et on s'est dit que nous devons y ajouter le cancer du col de l'utérus. Parce qu'aller dans des zones très reculées où nous ne sommes pas sûrs d'y revenir, on s'est dit on fait les 2 cancers, le cancer du col, parce que le cancer du col était le premier cancer, mais grâce à toutes les actions de sensibilisation et de dépistage, ce cancer a régressé pour laisser la place au cancer du sein. Du sein. Donc le col est en 2e position, le cancer du sein est en 1re position. Quand nous avons commencé, nous avions 2000 nouveaux cas par an. Heureusement, grâce à toutes les activités de la LISCA et d'autres associations, nous avons un taux de prévalence à 1500. Voilà, et justement le col de l'utérus, nous allons y revenir. Mais avant tout, vous avez parlé tout à l'heure de sensibilisation sur le terrain en tant que journaliste. Vous informez bien évidemment, mais aussi il s'agit de recueillir certaines préoccupations de la part des populations. Quelles sont ces principales préoccupations de manière générale? Bon, je pense que la préoccupation principale qui revient chaque année, en tant que journaliste, quand nous tendons le micro aux malades du cancer, c'est surtout le coût du traitement. À chaque fois, les malades déplorent le fait qu'il n'y ait pas de gratuité, mais au-delà de la gratuité, qu'au moins, je sais qu'il y a des efforts. Parce qu'au début, par exemple, c'était peut-être à coût de millions le traitement. Mais aujourd'hui, bon, je n'ai pas le chiffre en tête, peut-être le docteur va y revenir, mais par rapport à certains médicaments, surtout pour la chimio, le médicament de base, je pense que ça a diminué au niveau des structures de santé. Voilà, mais ça reste cher. Parce que récemment, rien que pour ce mois d'octobre, tous les reportages qu'on a eu à faire au niveau de l'Institut du cancer à Dantec, tous les malades qu'on a interrogés, il suffit que de leur tendre le micro pour qu'ils parlent de leur maladie. Ce qu'ils te disent, la première chose qu'ils te disent, ça coûte cher les médicaments. Et puis le cancer, c'est comme si c'est une maladie qui cible les pauvres. La plupart des malades n'ont pas des revenus financiers qui les permettent de prendre en charge le coût du traitement. Donc je pense que nous ne faisons que porter le plaidoyer des associations. À chaque fois aussi, c'est des associations qui plaident pour que le coût du traitement, à défaut d'être gratuit comme d'autres maladies chroniques, que le coût du traitement soit carrément réduit à hauteur des moyens vraiment des malades. Je pense qu'il y a aussi les malades aussi par rapport aux préoccupations qu'on recueille. Il y a beaucoup de maladies, j'ai remarqué, qui viennent très loin.
parce qu'il n'y a que Dantec vraiment pour une bonne prise en charge du cancer. Le seul centre de référence par ailleurs. Voilà, il y a une grande nécessité de décentraliser le traitement par rapport aux autres structures, de renforcer aussi le personnel médical, les ressources humaines. Donc je pense qu'en gros, ce sont ces difficultés que les malades rencontrent. Déjà, cette année, quelles sont les différentes localités qui ont été ciblées pour la campagne? On a entendu parler qu'une partie de votre campagne se fait en zone rurale, n'est-ce pas? Voilà, cette année, nous avons fait Diourbel et Khombol pour terminer cet axe-là, parce que l'année dernière, nous avions fait Touba et Tivaouane, mais nous sillonnons partout. En dehors d'Octobre Rose, nous sortons de Dakar aussi. Et donc, à Touba, à Diourbel, nous avons vu 330 femmes. À Khombol, nous avons vu 550 femmes. Donc déjà, et que nous attendons la consultation du 20 octobre, où nous attendons, ou même l'année dernière, nous avons refusé du monde parce que nous avons vu 2100 femmes. Voilà, le constat qui a été fait par notre consoeur, c'est que la plupart des personnes atteintes du cancer sont des personnes à faible revenu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? En fait, le cancer touche toutes les couches sociales. Mais pourquoi c'est difficile dans cette couche sociale? Parce qu'au Sénégal, il n'y a que 20% de la population qui bénéficie d'une prise en charge médicale. Donc 80% des Sénégalais n'ont pas les moyens de se tester, même pour un palu ou une autre maladie autre que le cancer. Donc c'est pour ça que nous avons fait beaucoup de plaidoyer qui a amené à la réduction en 2015 du coût de la mammographie entre 30 à 75% du traitement de la chimio. Parce que le traitement le plus coûteux au Sénégal, c'est la chimiothérapie. Nous avons fait vraiment beaucoup de plaidoyer. Nous avons pris en charge des malades, la Ligue prend en charge. Depuis 2010, nous prenons en charge des malades. Et quand il y a eu le problème de la panne de la radiothérapie, il y a eu des sociétés, la société civile, qui s'est engagée auprès de la LISCA. Et quand ils ont récolté de l'argent et l'État s'est engagé à évacuer les malades, on s'est dit cet argent va servir à quoi? À faire la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, c'est une des premières étapes du traitement. Donc, on a commencé à prendre les malades et après, on n'a plus eu de l'argent et après, nous avons fait un téléthon. Parce que ce téléthon nous a permis de récolter 197 millions. Et avant ce téléthon, nous avons été reçus par le président de la République. Ça, je tiens à le remercier, qui nous a donné un chèque de 50 millions, mais qui a répondu à notre appel, qui a mis 1 milliard pour subventionner le traitement de la chimiothérapie qui va normalement entrer en ligne de compte à partir de janvier 2010. Donc nous attendons, donc tout malade du cancer va pouvoir bénéficier d'une chimiothérapie subventionnée et même certains produits seront gratuits. En 2019. En 2019. Mais déjà, nous avons commencé. Nous sommes à 169 malades actuellement. Pris entièrement en charge par la LISCA. Entièrement. À savoir la chimiothérapie, le bilan diagnostic, la chimiothérapie, l'intervention chirurgicale et la radiothérapie. Le président, on lui a dit, parce qu'avant, on avait des appareils qui étaient obsolètes pour la radiothérapie, on a pu avoir 3 accélérateurs de particules au Sénégal. Et sachant que c'était un coût très élevé, on lui a demandé de maintenir le coût de 150 000. Et il a accepté. Donc, un malade du cancer se traite pour la radiothérapie à 150 000 francs au Sénégal, contrairement à d'autres pays. Donc, ce sont des avancées, parce que nous avons trouvé un terrain vierge où rien n'a été fait, mais à force de plaidoyer
et on va arriver à la gratuité un jour, Inch'Allah. Voilà, déjà vous avez quelque chose à ajouter? Non, en fait, j'ai juste ajouté comme la Mauritanie, parce que moi, personnellement, je ne peux pas comprendre qu'un pays voisin comme la Mauritanie arrive à la gratuité. Bon, déjà, nous saluons cet effort. Qu'en 2019, quand vous nous dites que les malades du cancer n'auront qu'à dépenser 150 000 francs pour la chimio, c'est bien ça? Non, pour la radiothérapie. Pour la radiothérapie, c'est déjà un effort. Mais quand même, il faut toujours en faire, parce qu'aujourd'hui, si la Mauritanie est arrivée à la gratuité, pourquoi pas le Sénégal, qui est connu comme un pays vraiment de référence par rapport à certaines politiques de santé ou bien dans d'autres secteurs. Donc je pense qu'on devrait en arriver là. C'est une question de volonté politique à mon avis. Les associations, la société civile mène le plaidoyer, les journalistes aussi sont dans le rôle, d'autres Sénégalais aussi sont conscients du problème, des problèmes liés au cancer. Donc je pense que ce qui reste, c'est une volonté politique. Et justement, par rapport au rôle que vous êtes en train de... C'est vrai que les difficultés sont nombreuses, entre autres le manque de moyens, la vétusté des infrastructures. Mais vous, de votre côté, sensibilisez-vous assez les autorités sur ces difficultés-là, en tant que journaliste? Non, moi je pense qu'en tant que journaliste, par exemple, si vous vous amusiez à aller sur Google et voir combien d'articles ont été produits sur le cancer, vous n'en finirez pas de lire. Je pense que nous, notre rôle, c'est écrire, informer, sensibiliser. Rien qu'avec la société civile, les autorités sont conscientes, à mon avis, vraiment des défis qu'il faut relever par rapport au cancer. Les journalistes aussi ont écrit sur tous les problèmes liés au cancer. Donc je pense que, comme je l'ai dit, ce qui reste, c'est une volonté politique. Bon, peut-être qu'au niveau des autorités étatiques, c'est à elles peut-être de nous dire quelles sont les contraintes qui font qu'au Sénégal, qu'on ne peut pas arriver à une gratuité. Mais côté sensibilisation, côté information, elles sont conscientes vraiment de ce que les malades vivent par rapport au cancer. Donc je pense que le travail ne se situe plus là-bas, mais il reste juste une volonté politique. Elle a parlé de contraintes, et parmi ces contraintes, il faut une très bonne politique. Oui. Effectivement, je pense que pour régler la problématique du cancer au Sénégal, il faudrait pouvoir mettre en œuvre ce plan cancer qui a été écrit. Et ce plan cancer réglera tous ces problèmes. Il faut le financer, il faudrait que quelqu'un puisse le porter. Je pense, c'est-à-dire le plan cancer règle tous les problèmes de la sensibilisation, mais qui n'a pas de financement. C'est un plan qui dort dans les tiroirs. Qui dort dans les tiroirs, ça a été... on a fait plusieurs séminaires, il y a eu vraiment... le plan a été écrit, le coût a été évalué. Et qu'est-ce qui bloque? Il faut que quelqu'un puisse le porter. Parce que le ministère de la Santé ne peut pas dérouler ce plan cancer. En France, quand ce plan cancer a été écrit, c'est le président de la République français qui avait déroulé ce plan-là. Donc, je pense que il faut le faire. En Mauritanie, ils ont été conscients parce qu'il y a eu plusieurs cas et ils sont conscients de porter ce plan parce qu'ils sont maintenant, eux qui étaient des derniers, ils sont en avance. Ils ont eu un accélérateur de particules avant nous. Les malades continuent à venir à Dakar, mais quand ils ont leur protocole, ils retournent en Mauritanie pour faire leur cure. Donc, ils ont toujours confiance en la médecine sénégalaise, mais ils continuent là où c'est gratuit. Et là, pour les ressources humaines aussi qui posent problème. Oui, je pense qu'il y a eu des... il faudrait appâter les étudiants parce que quand on fait 8 ans d'études, qu'on termine ces études de médecine, on devient toujours dépendant des parents. Quand on arrive à 30 ans, on ne peut plus dépendre des parents. Il faudrait qu'on puisse permettre aux étudiants de faire de la spécialisation. De la spécialisation. La LISCA prend en charge, paye la bourse des étudiants en radiothérapie parce que ce diplôme a été créé l'année dernière et nous prenons en charge 2 étudiants. Chaque année, nous payons 2,1 millions pour l'inscription de ces étudiants. Et je pense qu'il y a eu l'engagement
parce qu'on a voulu prendre en charge des malades pour la chimiothérapie. Je pense que l'État a eu à prendre en charge les étudiants qui sont en Côte d'Ivoire. Le Maroc aide pour les étudiants qui sont au Maroc. Donc, il faudrait pousser ces jeunes à se spécialiser. Parce qu'il faut les pousser à avoir des bourses. Mais cette spécialisation coûte cher. Quand une inscription, quand un jeune qui sort, qui n'a pas de travail, tu lui demandes de payer 1 million, il ne peut pas le payer. Et cela décourage la plupart. Ça décourage, c'est 1 million de l'inscription, puis il faut bien qu'ils vivent, qu'ils mangent. Ils sont en âge de se marier, donc il faut les motiver, leur permettre d'avoir une vie correcte, une vie décente. Donc leur donner une bourse décente pour qu'ils puissent faire tranquillement leur spécialisation. En fait, le problème des médecins, il y en a dans toutes les spécialités liées à la cancérologie, il y a des problèmes. Parce que pour faire le diagnostic de la tumeur, pour pouvoir faire un bon protocole, il faut un anatomopathologiste. Nous n'avons pas beaucoup d'anatomopathologistes. Il faut un chirurgien oncologue. C'est beaucoup de spécialités. Actuellement, nous n'avons que 2 chimiothérapeutes au Sénégal pour 15 millions de... donc, il y a beaucoup à faire dans ce pays. Mais il y a eu des efforts qui se font timidement. Mais on veut plus. On veut plus. Et vous, selon vous, quelle devrait être la solution? Non, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La solution n'est qu'une solution politique, qui découle d'une volonté politique. Docteur Fatma Guenoune l'a dit, dans d'autres pays, c'est soit des premières dames ou bien le président lui-même qui a porté ce programme jusqu'à ce qu'on en arrive peut-être à la gratuité comme la Mauritanie. Moi, c'est un programme qui est là depuis, je pense, plus de 4 ans, qui dort dans les tiroirs, qui n'a pas de financement. Moi, je me pose la question, pourquoi? Mais à mon avis, c'est juste une question de priorité aussi par rapport à la politique globale de santé au niveau, de façon générale. Peut-être que le cancer vient après d'autres maladies comme le sida, le paludisme, etc., la tuberculose. Mais cela reste une maladie. Bien sûr, cela reste une maladie chronique. Mais ces maladies-là sont financées par les bailleurs. J'en arrive, c'est ce que je voulais dire. C'est parce que derrière toutes ces maladies, il y a beaucoup de bailleurs qui financent, qui peut-être se retrouvent dans la lutte contre ces maladies. Je pense que le plaidoyer aussi devrait continuer à aller dans ce sens, mais aussi il faut que l'État accompagne la société civile pour que ces bailleurs puissent aussi comprendre l'intérêt du financement du cancer. Parce que rien que les chiffres, rien que toutes les données qui sont là par rapport au cancer, il y a beaucoup d'arguments qui devraient prévaloir pour que les bailleurs financent le cancer. D'où la mise en place de bonnes politiques. Voilà. Non, je pense que la politique, elle est là. Le programme, il est là. Comme l'a dit le docteur, si vous parcourez le programme, je pense que c'est un programme qu'on appliquerait et qui réglerait vraiment le problème du cancer. Mais il faut un financement, il faut des bailleurs derrière, il faut aussi des politiques pour porter ce programme, comme l'a dit le docteur. Je pense que aujourd'hui le plaidoyer devrait s'accentuer dans ce sens, de vraiment mettre les sous pour dérouler ce programme. Mais qu'est-ce qui pourrait attirer ces bailleurs? Moi, je pense qu'il faudrait, ces bailleurs, en ce qui concerne, je vais vous dire une chose, pour les maladies contagieuses, ils ne veulent pas venir dans nos pays et tomber malades. Donc, ils ne veulent pas avoir de paludisme, ils ne veulent pas être séropositifs. Donc, ils mettent de l'argent, beaucoup d'argent. C'est pour ça que ces programmes sont bien déroulés. Mais le cancer n'est pas contagieux. Ils ont réglé ce problème du cancer au niveau de leur pays. Voilà. Ce n'est plus une priorité pour eux. Mais cela reste une priorité pour nous ici. Pour nous. Oui, mais donc c'est à nous, donc, à mon avis, docteur, de trouver, à nos autorités de trouver le financement parce que c'est un problème au niveau local. Pour les bailleurs internationaux, eux, au niveau de leur pays, ils ont réglé le problème de cancer. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que ça serait à haut niveau. C'est pas au niveau de nos associations. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est faire le plaidoyer pour que ces autorités nous entendent. Mais nous, on ne peut pas porter, parce que nous n'avons même pas les moyens de notre politique pour porter le plan cancer. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion, je demande à la haute autorité de l'État sénégalais de pouvoir porter ce plan cancer pour pouvoir le dérouler.
Voilà, et même par rapport à ce manque de moyens dont vous parlez, on voit que vous êtes en train d'en chercher à travers même ce téléthon que vous avez fait ce 11 mai dernier pour la prise en charge de plus d'une centaine de personnes atteintes de cancer, entre autres. Mais comment se passe selon vous la prise en charge de la santé féminine au Sénégal? Je pense qu'il y a beaucoup de programmes, toujours avec les bailleurs, ça il faut le dire malheureusement. Qui reviennent toujours. Qui reviennent, c'est la réalité des choses. Ce sont les bailleurs qui nous dictent notre voie à suivre, malheureusement. Et ça ne devrait pas y être. Parce que nous, on doit être conscients de la santé maternelle et infantile. Et au Sénégal, vous voyez que le premier cancer, les 2 premiers cancers, ce sont des cancers féminins. On me dit, vous parlez parce que vous êtes une femme. Non, c'est parce que la réalité des choses. Nous avons 6800 nouveaux cas de cancer au Sénégal. Et parmi les 6000 nouveaux cas, nous avons 2500 cancers. Et on met le point là-dessus, en attendant de marquer une toute petite pause. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief si vous nous rejoignez à l'instant. Et là, nous en étions aux 6800 nouveaux cas qui ont été détectés. Oui. Chaque année, certes, ce n'est pas la réalité des choses parce que ce sont des chiffres estimatifs parce que qui a été donné par Globocan, puisque le Sénégal ne dispose pas d'un registre fonctionnel. Ça, j'aime bien le dire parce qu'il faudrait permettre, pour pouvoir faire un bon plaidoyer, il faut connaître les chiffres exacts. Et donc, nous n'avons que les chiffres du Globocan, mais en 2010, il y a eu quelques chiffres qui sont sortis du registre de tumeurs de l'hôpital de Dantec. Donc, parmi ces 6800 nouveaux cas, nous avons 2500 cas de cancer du col de l'utérus et du sein. Donc 1000 cas pour le cancer du col et 1500 cas pour le cancer du sein. Donc le reste réparti pour les autres cancers et on y retrouve des femmes. Par exemple, pour le cancer du foie, on s'est rendu compte que dans les autres pays, ça touche beaucoup plus les hommes, mais au Sénégal, ça touche beaucoup plus les femmes. Donc, vous voyez que... Il y a une féminisation du cancer, comme on aime ce terme dans... non, parce que en disant, les hommes sont moins stressés que les femmes. Et le facteur déclenchant du cancer, c'est le stress. Et nous vivons constamment ce stress-là. Et ça, c'est bon à savoir, n'est-ce pas? Sous pression, ah oui. Bon, c'est dommage, hein? Comme je dis, on parle toujours de féminisation du sida, féminisation de telle ou telle maladie. Mais le fait aussi que le cancer se féminise, c'est aussi inquiétant. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu aussi interroger certaines habitudes liées à l'alimentation, liées aussi au comportement? Bon, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas dire c'est telle ou telle, à ma connaissance, cause qui amène le cancer. Mais il y a des facteurs aggravants. Donc, je pense qu'on devrait davantage interroger certaines de nos habitudes sociales, culturelles, pour voir un peu comment limiter l'évolution du cancer au sein de notre société. Et cela devrait nous interpeller davantage, même sur une meilleure prise en charge de la santé féminine au Sénégal. Oui, la santé féminine au Sénégal, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été notées. Parce que rien que dans la lutte contre la mortalité maternelle, aujourd'hui, si on parle de santé, de la reproduction des adolescents et des jeunes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont ciblées vers les femmes. Donc, par rapport à la santé féminine de manière générale, il y a des choses qui sont faites, mais sur toutes les questions liées à la santé, il faut toujours en faire, privilégier la prévention, la sensibilisation, etc. Et surtout les règles de base aussi, c'est très important. Voilà, et aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, le cancer du col de l'utérus vient en seconde partie et on détecte environ 1000 cas chaque année au Sénégal. Comment se passe la prise en charge de manière générale? La prise en charge, ça passe comme pour tous les traitements du cancer, c'est la radiothérapie, la chimiothérapie et l'intervention chirurgicale. Donc une femme, le cancer du col se manifeste, il est silencieux pendant longtemps
Et quand ça survient, c'est-à-dire par le saignement ou l'hydrolurée, c'est-à-dire les écoulements liquidiens qui sont nauséabonds, ça veut dire que le cancer est déjà avancé chez la femme. C'est pour ça qu'il faut préconiser le dépistage. Et donc, avant même la LISCA, il y a eu beaucoup d'associations qui se sont levées pour faire des frottis, parce que c'est la méthode de dépistage qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire, préconiser, mais on ne peut pas le faire à large échelle. Et donc, ce que nous faisons, nous formons les sages-femmes d'État. Nous avons formé plus de 900 sages-femmes au Sénégal, parce que ce sont les partenaires qui reçoivent les femmes. Ce sont les premières à être l'interface des femmes. Donc les femmes, quand elles ont quelque chose, elles vont voir la sage-femme. Donc on s'est dit, il faut les capaciter. Nous sillonnons le Sénégal en dehors d'Octobre Rose pour capaciter ces femmes aux techniques de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus suivies d'un traitement. Donc la lésion, elle est détectée avant même qu'elle ne devienne un cancer. Ça permet de faire régresser la prévalence du cancer du col. Et c'est ça qui est important pour des pays démunis. C'est cette méthode de see and treat qu'il faut vulgariser à grande échelle. Et pour ceux qui ont les moyens, celles qui ont les moyens, elles peuvent faire un frottis cervico-vaginal. Voilà, et aussi la question de la cherté des médicaments, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, ce traitement... Il faudrait diminuer peut-être le coût pour que les personnes puissent y accéder. Je pense que ce problème va se régler. Attendons que ce problème se règle en janvier. Mais ce que je veux dire, pour revenir au facteur primordial, parce que pour un cancer, il faut vraiment plusieurs facteurs de risque, mais pour le cancer du col de l'utérus, le facteur primordial, c'est le Human Papillomavirus qu'on appelle HPV, qui donne le cancer du col. Et ce Human Papillomavirus, il existe plusieurs types, plus de 200 types, mais nous avons vu qu'il y a des types qui donnent plus le cancer que les autres. Ce qui est important à savoir. C'est pour ça qu'il faut favoriser la vaccination des fillettes à bas âge, à partir de 9 ans, de 9 à 13 ans. Il y en a même qui vont jusqu'à 15 ans. Donc, par ce vaccin... Qui sera par ailleurs disponible au mois de novembre? Voilà, ils ont fait la phase test il y a 2 ans à Dakar et à Méré. Et là, ça va rentrer dans le programme élargi de vaccination. Donc, toutes les filles âgées de 9 à 13 ans seront vaccinées. Donc, déjà, on les protège. Mais ça ne veut pas dire que ces filles vaccinées, quand elles seront en activité génitale, elles seront dépistées. Parce que ce virus, il met 15 ans avant de faire une lésion précancéreuse et la lésion précancéreuse met 10 ans avant de devenir un cancer. Donc, on a tous les moyens d'intervenir avant que le cancer ne survienne. D'accord. C'est vrai que c'est une longue durée, mais peut-être y a-t-il des signes qui peuvent montrer qu'on est atteint du cancer? Du col de l'utérus? Au début, non. Ce n'est que par le frottis qui permet, on frotte au niveau du col de l'utérus pour voir les cellules. Et c'est un spécialiste, un anatomopathologiste qui permet de lire ces lames pour voir s'il y a des cellules qui peuvent devenir un cancer, parce que ce virus, quand il est introduit, il va transformer les cellules malpighiennes qui sont la partie extérieure sur l'exocole. Ça transforme ces cellules et ces cellules vont se transformer pour créer des lésions précancéreuses et après des cancers. Donc, à tout moment de la chaîne, avant le cancer, nous pouvons intervenir. Et peut-être une petite question avant de passer à notre cancer. Vous avez parlé de la manière dont se manifeste le cancer du col de l'utérus et pour celui du cancer du sein. Le cancer du sein se manifeste par une boule, une masse qu'on palpe au niveau du sein. Cette masse peut évoluer, devenir même peu ulcérée avec des adénopathies et peut faire des métastases.
Et donc, ce cancer, il est détecté pour un diagnostic précoce. Il faudrait faire la mammographie à partir de 40 ans, tous les 2 à 3 ans. Ou bien, promouvoir l'autopalpation des seins à partir de 20 ans. Donc, on apprend aux femmes, parce que lors de nos campagnes, nous apprenons aux femmes comment palper, comment se familiariser à ses organes, le sein notamment, et comment faire la palpation mammaire. Elle voit une modification de la peau déjà, ça doit les alerter. Si elle palpe un ganglion, ça doit les alerter. Si elle presse le mamelon et qu'elle voit un liquide qui s'écoule, surtout un liquide sanglant, ça, ce sont des signes. On peut avoir un écoulement sanglonnant sans pour autant avoir une masse. Donc tout ça, ça doit alerter pour que la femme puisse aller faire son diagnostic. Pourquoi il est important de poser ce genre de questions? Il y en a qui entendent beaucoup parler du cancer, mais qui ne savent pas. Ils entendent juste parler de la maladie, mais ils ne savent pas comment elle se manifeste, comment est-ce qu'elle progresse, entre autres. Vous, déjà, en tant que journaliste, j'imagine qu'en faisant vos reportages, à chaque fois que vous parlez du cancer, cela peut même effrayer certaines personnes qui, dès lors qu'on pense, parce qu'on a tendance au Sénégal, à chaque fois qu'on parle de cancer, les gens pensent automatiquement à la mort, alors qu'il y en a qui ignorent que le cancer peut être guéri. Bien sûr, exactement, parce que moi j'ai une fois rencontré, je pense que c'est la présidente de l'association Cancer du Sein, oui. Mame Diarra Kébé. C'est une femme qui a été atteinte du cancer du sein et qui est guérie, et actuellement qui mène des activités. Donc je pense que c'est vrai qu'il faut surtout insister sur l'aspect guérison de la maladie. Et nous, journalistes aussi, on a compris qu'il faut mettre quand même un visage humain au traitement de l'information sur cette maladie. Dire cancer ne veut plus dire la mort, parce que si on fait le diagnostic précoce, je parle sous le contrôle du médecin, ils nous ont toujours expliqué que s'il y a un diagnostic précoce, un traitement précoce, la personne peut s'en sortir. Mais malheureusement, je pense que c'est lié un peu à la nature de la maladie. Comme l'a dit le docteur, c'est une maladie silencieuse, c'est une maladie sournoise qui en général, quand vous constatez que vous souffrez de cette maladie, c'est parce que vous êtes à un état avancé qui vous pousse à aller à l'hôpital. Je pense que aussi ça, il faut insister sur la sensibilisation, insister sur un peu la prévention, parce qu'on est dans un pays sous-développé. Dès qu'on entre dans la phase maladie, le traitement est là et ça coûte cher. Donc je pense que c'est surtout la prévention qu'il faut mettre en avant pour limiter la progression des cas par rapport au cancer. Et peut-être une autre question aussi pour informer, parce qu'à chaque fois qu'on parle de mammographie, il y en a qui sont étonnés, certaines femmes, hein, du fait qu'on ait fixé l'âge de la mammographie à 40 ans, n'est-ce pas? Alors qu'il y a des cas précoces qui sont découverts à l'âge de 20 ans, 25 ans chez la femme. Et pourquoi un peu plus tôt au lieu d'attendre la quarantaine? Parce que la mammographie chez la jeune fille, on ne voit pas, les seins sont hyper denses, et ça, il faut préconiser l'échographie mammaire chez la jeune fille. Et donc, parce que le cancer, quand on est issu, nous ne sommes pas allés dans les facteurs de risque, dans les facteurs favorisant le cancer, mais en ce qui concerne le cancer du sein, quand nous sommes issus d'une famille à cancer, nous devons être surveillés annuellement. Donc, en général, ce cancer du sein, il est parfois héréditaire. Quand nous avons une maman, une tante, une grand-mère, une sœur qui a un cancer du sein, on doit faire attention. Ce sont ces cas-là qu'on voit des cas très tôt. Et les familles à cancer, il faut les surveiller très tôt. D'accord. Et vous avez parlé des facteurs de risque. Que sont-ils? Donc, il y a des facteurs qui sont endogènes où nous ne pouvons pas faire quelque chose, c'est-à-dire quand l'âge, l'hyperoestrogénie, c'est-à-dire les femmes qui voient les règles très tôt, ou une ménopause tardive après 55 ans, ça, ce sont des facteurs à risque. Il y a le défaut de grossesse. Donc, les femmes stériles font beaucoup plus de cancers, sujettes à faire un cancer du sein. Nous avons vu chez les nonnes
nous avons remarqué que les bonnes sœurs faisaient beaucoup plus de cancers du sein que de cancers du col. Et donc, le défaut d'allaitement, c'est un facteur favorisant du cancer. Il y a d'autres facteurs qui sont le traitement hormonal substitutif chez la femme qui a une ménopause, pour lutter contre les bouffées de chaleur ou qui veut maintenir ses règles, prend ses hormones. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que c'est un facteur favorisant du cancer. Il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a la mauvaise alimentation. Donc, c'est pour ça que nous préconisons lors de nos sensibilisations de manger 5 fruits et légumes, et des fruits et légumes vraiment qui sont sains, de manger moins de viande rouge, moins de graisse, de faire du sport. Ça, ce sont des facteurs qui protègent en même temps. Donc, c'est ce que nous disons partout où nous allons. Nous allions pour sensibiliser la population, parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer du sein peut toucher l'homme aussi dans 1% des cas. Et déjà, quelle est cette tranche d'âge la plus atteinte de cette maladie au Sénégal? On a vu que les femmes entre 35 et 40 ans, et même parfois 45 ans, c'est la tranche d'âge où elles sont plus actives. Qui malheureusement elles sont touchées. Ce sont des mamans qui ont un SMIC et qui tombent malades. C'est pour ça que c'est pas la maladie du pauvre, mais en fait tout le stress qu'elles vivent au quotidien et tomber malade pour se traiter. Quand on dit que le cancer tue, par moment on voit des cas tôt. Et vu que la chimiothérapie est très coûteuse, ces malades perdent le bénéfice de ce qu'elles ont débuté. Elles commencent un traitement, elles abandonnent parce qu'elles n'ont plus de ressources. Nous avons vu des gens qui ont vendu leur maison, qui ont vendu leurs bijoux et qui n'ont pas pu, parce que c'est une maladie chronique qui dure dans le temps, il faut traiter dans le temps. Et dans le temps, il faut avoir les moyens quand même pour poursuivre correctement ce traitement. Et j'en reviens à ma question que j'avais posée tout à l'heure. Pour ce genre de cas de figure, quels sont les actes posés par l'État du Sénégal en ce sens? Bon, peut-être ça, la société civile qui s'active dans le cancer peut-être à la réponse. Bon, nous, en tant que journalistes, c'est vrai qu'on est là, on constate, on informe, et on diffuse et on relaie aussi le plaidoyer de la société civile. Bon, je pense que le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des actes qui ont été posés, notamment dans le traitement, l'investissement aussi que le chef de l'État a fait, qui est une contribution. Attendons peut-être 2019, à partir de 2019, pour voir est-ce que cette promesse sera vraiment effective. Et là, nous, en tant que journalistes, on restera dans notre rôle. On va rappeler aux autorités leur engagement pour que vraiment que cette maladie soit prise en compte comme il se devrait. Au Sénégal. Et docteur, on parle de registre des tumeurs, ce qui demande des moyens informatiques aussi. Et comme toute pathologie, la maîtrise des statistiques sur les malades de cancer exige l'enregistrement de toutes les données sociodémographiques des personnes atteintes. Oui, la LISCA a fait des efforts parce que la LISCA a acheté même des ordinateurs pour permettre à l'Institut de pouvoir vraiment enregistrer toutes les données. On va même essayer d'aider à payer ce registraire parce que les registraires qui avaient commencé en 2015 ne sont plus payés. Et il y a eu un bénévole, mais finalement qui est fatigué, qui veut les lâcher, mais nous allons le motiver en attendant que l'hôpital puisse le payer ou que le ministère s'engage à lui donner un salaire. Donc la LISCA lutte contre le cancer dans toutes ses formes. C'est-à-dire on agit pas uniquement Octobre Rose, ça je remercie au passage les journalistes parce que c'est grâce à vous que la Ligue est connue, parce que octobre c'est tout un mois, donc les journalistes sont avec nous, mais la Ligue sénégalaise, c'est au quotidien que nous luttons. Nous agissons quand nous pouvons. Au passage, je vous dis ce que nous avons fait. Il faut passer à l'hôpital Le Dantec, nous avons construit une nouvelle salle de chimio, nous avons réhabilité
toute l'hospitalisation, donc pour permettre aux malades de se soigner et d'être vraiment d'être zen. Parce que traiter le cancer, il faut un accompagnement. Et ce que je vous dis, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce qu'à la LISCA... Sans faire de la publicité. Non, je ne fais pas de publicité. La LISCA prend même sur le plan psychologique les malades. C'est important de le dire. Important. Parce que nous avons des groupes de parole animés par un psychologue. On a une assistante sociale, un imam qui vient discuter. Les malades viennent, les anciens malades, pour montrer aux malades qui ont commencé leur parcours qu'on ne meurt pas du cancer. Donc, qui font des témoignages pour les accompagner. Donc, en fait, c'est tout ce que la LISCA fait. Hein. Et comment ça se passe, ces groupes-là, pour la prise de parole? J'imagine que ça ne doit pas être facile pour les personnes atteintes. Comment vous faites pour les convaincre? Déjà, on les appelle au téléphone parce que en général, nous privilégions les malades que nous prenons en charge parce que déjà, ils sont dans notre... On a leur numéro de téléphone, nous les appelons. Est-ce que vous voulez être soutenues? Parce qu'elles ont besoin d'être soutenues psychologiquement, parce que par moments, elles sont rejetées par les époux, par la famille. Surtout, il y a des cancers qui, vraiment, à un stade, c'est triste, en fait. Parce que cela ne fait pas aussi partie de la nature du Sénégalais de se dévoiler. Parce que pour certains, vu la tradition même, c'est un peu difficile quand même d'exposer ces mots. Voilà, parce que déjà, avant la prise en charge, il y a une enquête sociale faite par une assistante sociale. Et donc, déjà, elle commence à s'ouvrir. Et nous avons une psychologue bénévole qui vient nous accompagner, qui fait partie qui nous accompagne, les malades. Nous avons des groupes 2 fois par mois. Donc, on leur offre à manger, on leur donne le transport pour les motiver à venir. Et parce que si on est stressé, que le traitement peut empêcher même le traitement d'agir, donc on les accompagne sur ce plan-là. Surtout sachant que le stress est très mauvais pour ce cas de figure. Bon, peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais bien intervenir sur ce que la LISCA fait à leur décharge. Hein? Bon, parce que nous, en tant que journalistes, on n'est pas habitués à jeter des fleurs. Mais quand même, moi, l'impression que j'ai, c'est comme si c'est la société civile qui est en train de dérouler un programme que l'État devrait dérouler avec leur financement par rapport au cancer, parce qu'on ne voit que leurs activités sur le terrain. Peut-être même si le ministère fait des choses, à chaque fois qu'on les entend, c'est quand il y a une panne de radiothérapie et que la presse vraiment relaie l'information, on entend le ministère qui vient avec un communiqué, etc. Bon, pour revenir à votre question... Il faudrait faire plus que des communiqués. Mais bien sûr, il faudrait faire plus que des communiqués. Parce qu'on l'a dit, il y a un programme qui est là et tout ce que la société est en train de faire, à mon avis, est dans ce programme. Que ce soit l'accompagnement médical, l'accompagnement psychologique, le soutien que la personne qui a le cancer devrait bénéficier, tout ça est dans le programme. Le plus qu'on devrait faire, c'est de financer le programme, le plan national de lutte contre le cancer. Ce programme-là, il faudrait le financer, mettre des sous. L'État devrait trouver les bailleurs, convaincre davantage les partenaires financiers pour qu'ils financent ce programme et que vraiment que la lutte contre le cancer soit prise au sérieux par les autorités étatiques. Bon, le mot n'est pas de trop. C'est vrai qu'il y a que les autorités ont fait des progrès dans ce sens, mais il faut en faire plus. Aujourd'hui, c'est regrettant d'entendre, je le dis toujours là, au niveau de la Mauritanie, un pays où les malades venaient à Dakar pour se soigner. Aujourd'hui, c'est gratuit. Mais bon sang, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi le Sénégal n'est pas arrivé à ce stade. Surtout que nous sommes maintenant à l'ère des infrastructures. Il faudrait qu'on le fasse. Je pense que l'État va continuer à faire des efforts. J'étais à un séminaire avec l'OMS, mais ils ont dit, si vous n'avez pas les moyens, il faut d'abord avoir les moyens avant d'écrire des programmes, des plans. Donc, si le plan est fait, on a mis la charrue avant les bœufs. Il fallait trouver
d'abord les moyens et de dérouler, d'écrire un plan. Nous, on a fait le contraire en se disant ça va venir. Donc, nous attendons. Ça doit être une priorité parce que le cancer tue. Ça doit être une priorité au Sénégal et je pense qu'avec l'OMS qui donne des directives, ça va quand même évoluer. Et nous avons trouvé un terrain vierge quand nous avons commencé. Je vais vous dire que la Ligue a été créée en 1985, mais de 1985 à 2009, rien n'a été fait. La journée mondiale contre le cancer n'était même pas célébrée au Sénégal. C'est nous qui avons incité le ministère de la Santé à célébrer cette journée mondiale. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts. La LISCA parle, mais il faudrait que... La tutelle voilà. s'engage. Voilà déjà, et aussi une chose aussi qui est très importante, c'est vrai qu'il faut le financement entre autres, mais chaque année on voit au Sénégal que des budgets sont votés, des budgets qui sont consacrés au ministère de tutelle. Bon, il faudrait quand même qu'on cherche à avoir une part d'enveloppe pour ce genre d'activité surtout. Je pense par rapport aux actions que vous menez. Ce n'est que cette année que nous avons eu une subvention de 10 millions pour toute l'année, mais imaginez Octobre Rose, c'est plus de 80 millions. Toute la campagne Octobre Rose, c'est plus de 4. Ce qui est largement inférieur. Largement inférieur. En fait, ces 10 millions vont nous permettre de financer le fonctionnement de la LISCA uniquement, mais pas la politique de la LISCA. Bon, c'est vrai, moi en tant que journaliste, j'ai envie de poser par exemple la question, est-ce que aussi, comme le font d'autres programmes de lutte contre telle ou telle maladie, les parlementaires aussi sont sensibilisés parce que c'est eux qui votent les budgets. Est-ce que aussi vous les sensibilisez à vraiment défendre le cancer? Journaliste qui voilà, pose c'est ça. Moi, je vais vous dire, depuis que je suis présidente, je suis allée partout. Je suis partie au niveau de la commission santé de l'Assemblée. J'ai discuté, nous avons invité les jeunes parlementaires. Nous allons partout où on peut faire un plaidoyer. Et je pense que c'est l'effort que nous avons à faire, et on ne va pas s'arrêter, qui a montré ses fruits. Parce que quand nous sommes allés voir une première rencontre, le président, on lui a donné, on a déroulé, on lui a dit, voilà ce que nous faisons. Il a compris. Nous avons fait le plaidoyer parce que avant même, parce que ce milliard-là était là, on l'avait calculé depuis très longtemps, ça a plus de 11 ans, pour dire que si nous mettons 1 milliard, les malades peuvent souffler. Ce fut un plaisir de vous recevoir, Dr Fatma Guenoune, et également notre consoeur plutôt, excusez-moi, parce qu'on parle du cancer, voilà, sur ce plateau de Médian TV Afrique. Ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé. Voilà, c'est la fin du débrief, vous l'avez bien compris. Rendez-vous pour un autre numéro du débrief, toujours sur Médian TV Afrique.